Deux chiffres se contredisent et le retrait paraît soudain moins réel. Alors que les convois quittent le Burkina Faso, les survols de drones augmentent et des bases fermées renaissent en centres discrets. Que change pour ceux qui observent les routes et les mines l'alerte d'Ibrahim Traoré? En suivant les points rouges qui réapparaissent sur les cartes, ce récit décrit un repositionnement logistique. Hangars modernisés, instructeurs maintenus, couloirs aériens élargis, contrats opaques signés loin des frontières, et une souveraineté qui se mesure moins au discours qu'aux effets quotidiens pour comprendre pourquoi la transition annoncée peut devenir un anneau invisible. Ce récit ne défend ni une capitale ni une autre. Il observe une mécanique. Le public gagne une lecture claire pour décider sans se tromper. À partir d'un retrait proclamé, il suit la trace d'un dispositif qui change de nom, puis réapparaît par petites touches. Centre coopératif, instructeur, hangar modernisé, survol plus fréquent. L'enjeu n'est pas d'additionner des rumeurs, mais de relier des signes modestes à des effets sous concrets. Route commerciale suivie, marge frontalière sous pression, vocabulaire diplomatique qui se déplace. Quand Ibrahim Traoré parle de repositionnement, l'intérêt ici est de tester cette phrase contre ce que les habitants disent voir et contre ce que les cartes laissent deviner. Le fil conducteur est simple. Si l'architecture reste, que vaut l'annonce de départ? Dans quelques minutes, un détail précis, trop discret pour faire la une, servira de clé pour comprendre pourquoi le calme du Sahel peut être une mise en scène. Et quand la chronologie sera claire, la question ne sera plus de savoir qui a raison, mais qui paie chaque jour le prix réel. Le retrait proclamé s'est produit en 2023, mais la carte ne s'est pas vidée. Dans les semaines qui ont suivi, Ibrahim Traoré a insisté sur une idée simple. Partir peut signifier pivoter, et ce pivot laisse des traces. Pour comprendre ce décalage, il faut quitter les slogans et regarder la logique des indices. D'un côté, les convois s'éloignent sous un soleil écrasant, comme si un chapitre se refermait. De l'autre, des détails se reviennent, modestes, réguliers, presque administratifs. Une base fermée devient un centre rebaptisé. Une unité se transforme en instructeur. Un hangar se modernise. Un survol se répète. Rien n'a l'allure d'une occupation classique, mais l'ensemble compose une présence redessinée. Le cœur du récit tient dans une contradiction que beaucoup perçoivent avant qu'elle ne soit commentée. Comment célébrer la fin d'un cycle quand l'espace se resserre? Sur le terrain, certains habitants remarquent que les drones, annoncés pour la stabilité, semblent se longer des routes commerciales plutôt que des pistes insurgées. Dans les campagnes, des bergers relèvent des trajectoires qui ressemblent moins à une réponse à l'urgence qu'à une géométrie d'encerclement. Ces observations ne prétendent pas tout expliquer, mais elles donnent une direction. La sécurité annoncée paraît se déplacer vers la surveillance des axes, des ressources, des marges. À mesure que ces signaux s'additionnent, la présence change de forme et devient plus difficile à nommer. Les capitales parlent d'ajustement stratégique, de coopération, de transition. Les marges partent d'un anneau discret, fait d'infrastructures, de couloirs logistiques et d'appuis techniques. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, n'est ni un héros romantique, ni un stratège isolé. Il apparaît comme un lecteur attentif des liens entre souveraineté, logistique et dépendance invisible. Un premier récit, très court, sert de repère humain. Une mère de la périphérie de Ouagadougou raconte son fils tombé face à des insurgés armés d'équipements venus d'Europe. Pour elle, le paradoxe n'est pas théorique. Il tient dans une question. Comment promettre la protection, au même moment, si les mêmes couloirs alimentent la violence? Pour saisir l'effet immédiat de cette reconfiguration, il faut suivre ceux qui servent de guides involontaires, des habitants ordinaires dont les trajectoires croisent les nouvelles lignes de sécurité. Le premier guide est une mère vivant à la périphérie de Ouagadougou. Son récit est bref, sans emphase. Elle ne parle ni de géopolitique,
ni de doctrine militaire. Elle raconte un fils tombé lors d'un affrontement face à des hommes équipés d'armes européennes. Pour elle, la promesse de protection étrangère s'est brisée sur un constat simple. Les circuits qui disent sécuriser sont parfois les mêmes que ceux qui alimentent le conflit. Le second guide est un commerçant du Sud, habitué aux marchés transfrontaliers. Sa lecture est pragmatique. Il observe les trajectoires des drones, non au-dessus des zones réputées les plus instables, mais le long des axes économiques majeurs. À ses yeux, la stabilité n'est pas une notion stratégique. Elle se mesure à la possibilité de circuler sans être suivie depuis un ciel qui n'appartient pas à son pays. Depuis la reconfiguration, il adapte ses itinéraires, anticipe des contrôles invisibles, intègre une incertitude nouvelle dans chaque déplacement. Ces deux voies, modestes mais précises, donnent chair à une transformation souvent décrite de loin. Elles expliquent pourquoi les déclarations d'Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier. Lorsqu'il parle de dépendance invisible, ce ne sont pas des abstractions. Ce sont des routes observées, des marchés ralentis, des frontières ressenties comme poreuses dans un seul sens. L'impact précoce n'est donc pas spectaculaire. Il est diffus. Il modifie les gestes quotidiens avant de modifier les discours officiels. Et c'est là le point essentiel. Quand la sécurité change de définition sans prévenir, le quotidien devient le premier indicateur. Tout s'est enclenché avec une scène très visible. En 2023, les convois français quittent officiellement Naham, sous une chaleur écrasante, filmée comme la fin d'un chapitre. Les images circulent vite, les commentaires parlent de transition stratégique, de pages tournées. Sur le papier, le signal est si clair. Une présence ancienne se retire. Mais presque aussitôt, une autre dynamique commence, plus lente, moins spectaculaire et donc plus difficile à lire. Quelques semaines après le départ, les premières anomalies apparaissent. Elles ne prennent pas la forme de nouvelles bases massives, ni de déploiements déclarés. Elles surgissent par touches discrètes. À part à coup, des bâtiments émergent à un rythme inhabituel. À Abidjan, des hangars anciennement secondaires sont modernisés, capables d'accueillir rapidement des appareils militaires. À Dakar, malgré la fermeture annoncée d'une base, des instructeurs demeurent sur place. Le vocabulaire change, la structure reste, le retrait devient reconfiguration. Puis la tension monte d'un cran. Les habitants, les commerçants et les radios locales commencent à relier ces indices. Des drones, décrits comme coopératifs, suivent donc des routes commerciales plutôt que des zones de combat connues. Des patrouilles discrètes sont signalées non loin des axes économiques. Des ingénieurs mesurent des pistes aériennes pendant que des géomètres posent des fondations. Rien n'est officiellement alarmant, mais tout s'additionne. Ce n'est plus un événement isolé, c'est une séquence. À ce moment précis, Ibrahim Traoré intervient dans le débat public avec une formule simple. Ils ne partent pas, ils se repositionnent. La phrase ne provoque pas de choc médiatique immédiat. Elle agit autrement. Elle met des mots sur une impression diffuse déjà partagée dans le Sahel. Elle relie ce que les cartes montrent à ce que le terrain ressent. Le départ n'est plus perçu comme une absence, mais comme un déplacement du centre de gravité. La séquence suivante confirme cette lecture. À mesure que les points rouges réapparaissent sur certaines cartes régionales, une logique se dessine. Les installations ne sont pas concentrées. Elles sont réparties, connectées, orientées vers le cœur du Sahel. Il ne s'agit plus de tenir un territoire, mais de contrôler des flux, aériens, logistiques, économiques. La présence devient administrative, technique, presque invisible pour un observateur lointain, mais très concrète pour ceux qui vivent sous ces trajectoires. Dans les villages, une mémoire collective se réactive. Les discussions se font plus prudentes dès que le mot « coopération » est prononcé. Dans les marchés, on évoque des détours imposés, des retards inhabituels, une surveillance ressentie plus que vue. Dans certaines écoles militaires, une devise circule. Nous ne sommes pas rebelles, nous nous souvenons. Elle ne conteste pas l'alliance, elle conteste le récit. À ce stade, la chronologie est claire. Activation, le départ officiel. Point culminant,
la multiplication d'indices discrets. Dur réplique. Un sentiment d'encerclement progressif. Le phénomène n'a pas besoin de drapeau pour exister. Il repose sur des infrastructures, des couloirs et des appuis techniques capables d'éviter le mot « occupation ». Et c'est précisément cette invisibilité qui transforme la reconfiguration en source de crise durable. Pour sortir des perceptions et ancrer le débat, 3 repères chiffrés suffisent à éclairer la transformation du dispositif après le retrait annoncé. La logique est simple. Établir une base, puis observer l'écart. C'est cet écart qui raconte le repositionnement. D'abord, un repère simple concerne les effectifs résiduels. Après 2023, environ 1700 soldats français restent répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le point de départ est un retrait massif et médiatisé du Burkina Faso. Le point d'arrivée est une présence réduite, mais régionalisée. L'écart est parlant. Moins d'hommes visibles sur un territoire précis, mais une capacité conservée autour de celui-ci. Cette réduction n'efface pas l'appareil, elle le transforme. En passant d'une base centrale à un réseau périphérique, la présence gagne en flexibilité, sans disparaître. Ibrahim Traoré a insisté sur ce basculement. Compter les soldats ne suffit plus, il faut lire leur positionnement. Ensuite, un autre repère tient à l'état des infrastructures. Avant le retrait, certaines installations aériennes jouaient un rôle secondaire. Après 2023, des hangars modernisés à Abidjan deviennent capables d'accueillir des appareils militaires en quelques semaines. La base de référence est une infrastructure dormante. Le changement est une capacité d'activation rapide. Cet écart révèle une logique logistique. La puissance ne réside pas dans l'occupation permanente, mais dans la préparation. Une infrastructure prête vaut parfois plus qu'un contingent déployé. Ici, la donnée n'est pas spectaculaire, mais elle est décisive. L'état des lieux prime sur la déclaration politique. Enfin, un troisième repère apparaît dans les implantations discrètes qui se multiplient. À partir de la mi-2024, des cercles rouges apparaissent régulièrement sur des cartes satellites, signalant des installations dites coopératives à Parakou, Dakar et Abidjan. Le point de départ est une carte supposée se vider après le retrait. Le point d'arrivée est une carte qui se redessine autrement. L'écart ne se mesure pas en superficie occupée, mais en densité de points connectés. Ces implantations ne forment pas un mur, elles forment un filet. Elles orientent leurs lignes vers le cœur du Sahel sans afficher une présence frontale. Pris isolément, chacun de ces chiffres peut sembler limité. Ensemble, ils composent une structure cohérente. La présence passe du visible au discret, du territorial au logistique, du massif au modulaire. Cette mutation explique pourquoi le discours de départ coexiste avec une impression de continuité sur le terrain. Les chiffres ne contredisent pas le retrait. Ils en montrent la reformulation. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture est descriptive plutôt qu'idéologique. Les données ne racontent donc pas une intention proclamée, mais un effet produit. Elles montrent comment un dispositif peut diminuer en apparence tout en conservant sa capacité d'influence. Elles révèlent aussi pourquoi la surveillance ressentie par les habitants se concentre sur les routes, les marchés et les axes économiques. Ce sont les points névralgiques d'un réseau. En définitive, ces 3 repères, 1700 soldats, des infrastructures modernisées, des implantations discrètes mais régulières, suffisent à renverser l'illusion d'un vide. Ils dessinent un passage d'un modèle d'occupation à un modèle d'architecture. Et cette architecture, précisément parce qu'elle est moins visible, devient plus difficile à contester, plus durable et plus déterminante pour la souveraineté réelle du Sahel. 2 lectures opposées structurent le débat autour de la présence française remodelée au Sahel, et chacune mérite d'être prise au sérieux avant toute conclusion. Les réduire à des caricatures empêcherait de comprendre pourquoi la fracture persiste. La première lecture, défendue dans plusieurs capitales occidentales, présente la réorganisation comme un effort de stabilisation régionale. Selon cette approche, la réduction des effectifs visibles
et la transformation des bases en centres de coopération témoignent d'une volonté d'alléger l'empreinte militaire directe. Les forces restantes seraient là pour former, conseiller et soutenir, non pour contrôler. Les drones, dans ce cadre, sont décrits comme des outils de surveillance préventive destinés à protéger des corridors vulnérables face à des groupes armés mobiles. Cette lecture insiste sur l'adaptation. Face à des menaces diffuses, un dispositif léger, réparti et techniquement avancé serait plus efficace qu'une présence lourde et centralisée. Pris isolément, cet argument est cohérent et s'inscrit dans une logique contemporaine de gestion des conflits. La seconde lecture, portée par de nombreux acteurs locaux, décrit le même phénomène comme un repositionnement stratégique. Ici, la réduction visible n'est pas une disparition, mais un déplacement. Les observations concrètes nourrissent cette perception. Survol répété d'axes économiques, modernisation silencieuse d'infrastructures aériennes, maintien d'instructeurs dans des sites officiellement fermés, apparition progressive de nouveaux points sur les cartes. Cette lecture souligne un point clé. Ce qui compte n'est pas l'intention affichée, mais l'effet ressenti. Pour ceux qui vivent sous ces trajectoires, la sécurité promise ressemble davantage à une surveillance étendue qu'à une protection ciblée. Entre ces deux lectures, la réponse ne peut être binaire. Si l'on accepte la logique interne de la stabilisation régionale, il faut aussi reconnaître que les effets produits correspondent à ceux d'un encerclement progressif. Le vocabulaire peut parler de coopération, mais la géométrie observée oriente toujours vers le cœur du Sahel. C'est précisément ce décalage qui nourrit la défiance. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette zone de friction. Ses déclarations ne rejettent pas toute alliance, mais interrogent la cohérence entre mots et structures. En mettant l'accent sur les dépendances invisibles, il ne conteste pas la nécessité de la sécurité. Il questionne la manière dont elle est définie et pour qui elle fonctionne réellement. Ainsi, le débat n'oppose pas la raison à l'émotion. Il oppose deux réalités vécues à des échelles différentes. Et tant que cet écart ne sera pas reconnu comme tel, aucune formule, aussi mesurée soit-elle, ne pourra apaiser la tension qu'il produit. Ce point médian ne révèle pas une base secrète ni un accord caché. Il révèle un déplacement plus profond. La lutte s'est déplacée du terrain vers le langage. Quand un retrait peut signifier un pivot, quand une coopération peut désigner une surveillance, la souveraineté devient une affaire de définition avant d'être une affaire de force. C'est ici que la mécanique change de nature. Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir si une puissance est présente ou absente. Elle devient « qui nomme ce qui se passe ?» Les communiqués parlent d'ajustement, de modernisation, de soutien régional. Sur le terrain, les habitants parlent d'anneaux, de filets, de pression diffuse. Les deux récits décrivent le même ensemble d'actions, mais ils ne produisent pas le même sens. Et ce sens conditionne l'acceptation ou le rejet. Ibrahim Traoré a compris que ce décalage était central. En insistant sur le repositionnement, il ne cherchait pas à provoquer, mais à recadrer. Dire « ils ne partent pas », ce n'est pas nier un départ officiel, c'est refuser que le changement de vocabulaire efface les effets concrets. À partir de là, chaque mot devient un enjeu politique, sécurité, partenariat, transition. Ce révélateur explique pourquoi la tension s'intensifie sans affrontement direct. Les infrastructures avancent sans plus vite que le débat public. Les cartes se redessinent, pendant que les définitions flottent. Et tant que les mots restent disputés, la réalité qu'ils tentent de couvrir continue de s'imposer, sans être pleinement discutée. Les conséquences du repositionnement silencieux ne se limitent pas au cercle diplomatique. Elles se diffusent dans le réel, touchant des groupes distincts dont les intérêts ne se recouvrent pas toujours. Pour en mesurer la portée, il faut examiner 4 niveaux concrets: les nations, les dynamiques sociales, les acteurs économiques et l'équilibre géopolitique régional. D'abord, au niveau des nations, la perception de la souveraineté évolue. Lorsque les cartes montrent, à partir de mi-2024, une multiplication de points orientés vers l'intérieur du Sahel, le débat cesse d'être abstrait. Dans plusieurs capitales, des radios et des forums publics posent une question directe.
Un État peut-il parler d'autonomie stratégique si son espace aérien et logistique reste structuré ailleurs? Cette interrogation gagne en force à mesure qu'Ibrahim Traoré distingue présence visible et présence effective. Le résultat est un durcissement discursif, non par idéologie, mais par besoin de cohérence entre paroles et structure. Ensuite, sur le plan social, le glissement du vocabulaire a des effets immédiats. Dans les villages et les quartiers urbains, le mot coopération perd sa neutralité. Il évoque désormais une surveillance diffuse, ressentie plus que démontrée. Les drones, initialement associés à la stabilité, sont progressivement perçus comme des outils de cartographie économique. Cette perception nourrit une méfiance silencieuse, qui ne prend pas la forme de révolte, mais d'une vigilance accrue dans les échanges et les déplacements. Du côté des acteurs économiques, les effets sont tangibles. Les survols répétés des axes marchands modifient les flux commerciaux. Certains commerçants choisissent pour des itinéraires plus longs pour éviter des zones surveillées, augmentant les coûts et réduisant la prévisibilité. Ce phénomène révèle un paradoxe central. Une architecture pensée pour sécuriser finit par perturber les mécanismes économiques qu'elle prétend protéger, en particulier dans des régions où la fluidité des échanges est vitale. À l'échelle géopolitique régionale, le repositionnement redessine les équilibres. L'arc Parakou-Abidjan-Dakar forme une géométrie perçue comme directionnelle depuis Ouagadougou. Les partenaires occidentaux parlent d'adaptation nécessaire. Les observateurs sahéliens y voient une continuité stratégique. Cette divergence renforce les tensions narratives et complique les relations futures, car elle oppose deux lectures durables d'un même dispositif. Ainsi, les effets ne sont ni théoriques ni lointains. Ils s'inscrivent dans les marchés, les routes, les discussions quotidiennes et les choix politiques. Et c'est cette accumulation d'impacts concrets qui transforme un repositionnement discret en enjeu central pour l'avenir du Sahel. À partir de cette configuration, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent pas de la prophétie, mais d'une lecture conditionnelle des signaux déjà visibles. Chacune éclaire un futur possible, selon la manière dont les acteurs interprètent et utilisent la reconfiguration en cours. Premier scénario, celui d'une stabilisation sous tension. Dans cette hypothèse, le dispositif discret se maintient sans expansion spectaculaire. Les cercles rouges restent limités, les infrastructures modernisées fonctionnent comme des appuis techniques, et les survols demeurent réguliers mais contenus. Les États du Sahel, dont le Burkina Faso, poursuivent un renforcement institutionnel prudent, évitant toute confrontation directe. Le discours officiel reste mesuré, tandis que la méfiance persiste sur le terrain. Ibrahim Traoré continue de dénoncer le décalage entre mots et structures, sans rupture formelle. Ce scénario prolonge l'équilibre actuel. Chacun avance, mais avec retenue, conscient que l'escalade aurait un coût régional élevé. Deuxième scénario, plus favorable, celui d'une souveraineté opérationnelle accrue. Ici, les États sahéliens parviennent à diversifier leurs partenariats et à consolider leurs capacités logistiques internes. Les infrastructures nationales absorbent une part croissante des flux aériens et commerciaux. Les routes retrouvent une stabilité progressive et la surveillance étrangère perd de son caractère central. Les débats publics s'apaisent légèrement, non par oubli, mais parce que les effets quotidiens deviennent plus supportables. Dans ce cadre, les propos d'Ibrahim Traoré trouvent un prolongement institutionnel. La critique du repositionnement se transforme en levier pour redéfinir des coopérations plus équilibrées. Troisième scénario, plus défavorable, celui d'une pression économique et d'un brouillage stratégique. Dans la trajectoire la plus sombre, les instruments de puissance se déplacent vers l'économie. Des restrictions financières, des sanctions indirectes ou des blocages logistiques fragilisent les marchés sahéliens. Les survols s'intensifient, renforçant la perception d'un contrôle élargi. Les infrastructures modernisées deviennent des leviers capables d'influencer routes et ressources.
Le fossé entre discours et réalité s'élargit et l'espace politique interne se tend. La sécurité cesse d'être un objectif partagé et devient un facteur de polarisation. Dans ces trois cas, une règle demeure. Lire les actions plutôt que les déclarations. Les mots changent vite, les structures plus lentement, mais leurs effets s'installent durablement. Comprendre ce rythme conditionnera la capacité des sociétés sahéliennes à transformer la lucidité actuelle en choix stratégiques maîtrisés. Les transformations en cours ne restent pas au niveau des États ou des chancelleries. Elles se traduisent en expériences concrètes pour des groupes dont les attentes, les contraintes et les marges d'action diffèrent. Trois publics, en particulier, portent déjà le poids quotidien de cette reconfiguration. Pour les citoyens ordinaires, la souveraineté cesse d'être une notion abstraite. Elle se mesure en liberté de circulation, en sécurité des marchés, en continuité du quotidien. Chaque drone aperçu, chaque détour imposé sur une route rappelle que les décisions prises loin des villages ont des effets immédiats. Beaucoup ne parlent pas de géopolitique, mais d'incertitude. Une première réponse possible consiste à renforcer les réseaux locaux d'information, radios communautaires, et échanges de terrain, afin de réduire l'écart entre rumeurs et réalités observables. Pour les jeunes générations, la situation est ambivalente. Étudiants, apprentis et jeunes travailleurs voient se dessiner un Sahel qui cherche à reprendre la maîtrise de ses choix, tout en restant pris dans des rapports de force externes. Cette tension peut nourrir à la fois un sentiment de fierté et une pression accrue. L'enjeu pour eux, c'est moins de choisir un camp que de développer une capacité critique durable. Multiplier les espaces éducatifs, numériques et civiques où les récits concurrents peuvent être confrontés devient alors un investissement stratégique. Pour les acteurs économiques locaux, la question est avant tout logistique. Commerçants, transporteurs, agriculteurs, quartiers et coopératives subissent directement les effets des survols et des axes redessinés. Les itinéraires se rallongent, les coûts augmentent, la prévisibilité diminue. Ici, une piste concrète réside dans le renforcement d'alliances locales et régionales, capables de mutualiser les risques et de limiter la dépendance à des corridors contrôlés de l'extérieur. Ces trois regards montrent une même réalité sous des angles différents. La reconfiguration n'est pas seulement un débat stratégique, elle s'inscrit dans les gestes ordinaires, les choix contraints et les attentes silencieuses. Et c'est à cette échelle humaine que se jouera en grande partie la capacité du Sahel à transformer la contrainte en levier. Pour transformer la lucidité actuelle en capacité d'action, une trajectoire opérationnelle peut être esquissée sans ajouter de faits nouveaux. Elle repose sur des étapes simples, lisibles et mesurables, associant acteurs, horizons temporels et indicateurs clairs. Pour commencer, une première étape vise la maîtrise informationnelle sur l'horizon 0,6 mois. Les États sahéliens, à commencer par le Burkina Faso, peuvent mettre en place des cellules indépendantes de suivi des survols, des infrastructures et des flux transfrontaliers. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la clarification. Des rapports réguliers, accessibles aux institutions et aux radios locales, réduisent l'écart entre perception et réalité. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur ce point. Sans lecture autonome des signaux, la souveraineté reste déclarative. Puis vient une deuxième étape, tournée vers la consolidation économique interne, sur l'horizon 0,12 mois. Les ministères du Commerce et des Transports peuvent identifier et renforcer des itinéraires alternatifs pour les marchés sensibles. Il s'agit de diminuer la vulnérabilité face au reroutage imposé et aux surveillances indirectes. Le critère de succès n'est pas idéologique, mais pratique. Maintien des volumes échangés et réduction des coûts logistiques imprévus. Une troisième étape porte sur une autonomie technologique ciblée, sur l'horizon 6-18 mois. Universités techniques et académies militaires peuvent coopérer pour former des spécialistes locaux capables d'analyser des données satellitaires et de gérer des systèmes d'observation. Le résultat, attendu et mesurable,
nombre de techniciens certifiés, outils nationaux déployés, capacité de lecture indépendante renforcée. Enfin, une quatrième étape propose un dialogue régional structuré, sur l'horizon 6-12 mois. Un cadre régulier, réunissant experts, diplomates et représentants civils, permet de comparer les signaux faibles et d'anticiper les pressions. Des décisions conjointes trimestrielles offrent un indicateur simple de coordination effective. Ces étapes ne promettent pas une rupture immédiate. Elles visent une souveraineté praticable, progressive et vérifiable, capable de transformer un repositionnement subi en marge de manœuvre assumée. Le récit revient alors à ses points d'ancrage, là où les cartes et les chiffres laissent place au visage. La maire de la périphérie de Ouagadougou rallume une bougie, geste simple, répété, presque invisible. Pour elle, la géopolitique n'a pas de vocabulaire savant. Elle a un nom, une absence et une mémoire qui refuse de se taire. Ce souvenir n'accuse pas, il rappelle. Il dit que chaque décision lointaine finit par se déposer dans une maison ordinaire. Le commerçant du Sud, lui, continue de parcourir les routes, mais son regard a changé. Il lit désormais le ciel comme on lit un marché, avec prudence, anticipation, calcul. Les trajectoires aériennes, qu'il observait autrefois sans y penser, sont devenues des signaux. Elles dictent ses détours, ses horaires, ses marges. Sa liberté ne s'est pas effondrée. Elle s'est contractée, presque imperceptiblement. Entre ces deux figures, un fil se tend. Ibrahim Traoré apparaît non comme un symbole exalté, mais comme un lecteur attentif de ces réalités fragmentées. Ces mots trouvent de leur force dans leur sobriété, parce qu'ils résonnent avec des expériences déjà vécues. Ils ne racontent pas une rupture spectaculaire, ils nomment une continuité ressentie. Le motif se referme sur une idée simple, déjà présente au début. La souveraineté n'est jamais un événement. C'est une pratique quotidienne, fragile, qui exige attention et constance. Une phrase suffit alors pour fixer ce moment charnière. La liberté se défend d'abord par la vigilance. À ce stade, il ne s'agit pas d'adhérer à un récit unique, ni de rejeter des partenaires par principe. Il s'agit d'exercer une attention collective, patiente, capable de distinguer les mots des structures et les annonces de leurs effets. Les situations décrites ici montrent que la compréhension progresse rarement par slogan, mais par confrontation calme des expériences, des chiffres et des cartes.